nouvelle vidéo. Eh bien, content de vous retrouver. Gros bisous à tous, les amoureux, les amis de Fiona. Une petite pensée pour elle, bien sûr. Tous les jours, on pense à elle, on parle d'elle aussi. Voilà. On discutait ce matin sur elle, quand elle avait eu son premier cancer, quand elle a eu son deuxième cancer. Elle est restée 3-4 ans. Après, on est allé à l'église ce matin. On a dit, ah bah tiens, c'est dans cette église qu'elle avait rencontré Manon, qu'elle s'était fait amie, et puis quand elle était toute petite. Voilà. Les travaux continuent à grande vitesse. Là, on a passé la deuxième. Je peux vous faire voir, vous allez voir que ça avance grave, malgré quelques petites bourdes quand même, que je récupère au fur et à mesure. Donc je vous ferai voir un petit peu ce qui s'est passé les travaux, ce que j'ai fait en travaux, et je continue à faire aussi, les aménagements que je fais pour que la maison soit prête. On pense peut-être y habiter pour le mois de septembre, voire octobre. On pense pas que ça soit pour novembre, mais en septembre, je pense qu'on devrait pouvoir y être. Octobre plutôt, octobre on va dire. Voilà, pour pas trop tirer, si jamais il y avait un petit retard, qu'une entreprise fasse défaillance. Voilà, donc on en est hors d'eau, hors d'air, donc ça veut dire que la maison, elle ne craint plus l'eau ni l'air, elle est étanche, pratiquement. Voilà, donc je vais vous montrer ça par phase. Je vous laisse profiter de cette vidéo, et puis je suis allé faire un tour de VTT, mais j'ai pas pu prendre de vidéo. J'ai oublié de filmer parce que le parcours est un peu exigeant, et même pas mal exigeant, et donc ça a été compliqué. Voilà. Allez, eh bien, bon visionnage. La toiture est en train d'être finie, ils sont en train de tirer les arêtes, là, ici, là. Voilà. Alors on voit bien les arrêtiers avec les closoirs, ça s'appelle des closoirs. Ils sont scotchés sur un lito, et après, il y a les arrêtiers qui viennent dessus, et moi, j'ai tout bâché. Parce que la fibre de bois qui est la finition presque finale avant le enduit, donc il faut que ça soit hors d'eau, parce que si jamais elle gonfle, il faut tout refaire. Alors que vu le prix des matériaux, tout démonter et tout refaire, du coup j'ai mis un lito en haut, je vais vous faire voir. J'ai mis un lito là-haut, vissé, avec des grandes vis jusque dans la structure, et puis j'ai mis tendu avec un lito en bas. Comme ça, tout est protégé. Voilà. Côté entre les deux maisons, pareil. Et puis là, il me manque des plaques de fibre de bois. Donc, on a juste rempli entre là. Et j'ai préparé les bâches pour si jamais il pleut. On a mis la cornière du bas ici qui va recevoir la fibre de bois, 60 mm. Voilà. Et puis après, dès que je les ai, je finis de remplir. Pour le moment, je vais vous faire voir à l'intérieur. J'ai commencé un petit peu à attaquer l'intérieur. Dans les coffrets roulants, donc j'avais fait une planche de 30, je vous avais montré ça. Et ici, j'ai percé des trous de 6 mm plus ici pour encastrer la tête qui doit faire 10-12 mm. Et je mets une grande vis de 180 qui va se fixer dans la structure au-dessus pour tenir la rigidité. J'ai aussi mis un joint Sika, et après je vais retourner le pare-pluie à l'intérieur et ça sera propre, nickel. Voilà. Mais il y a quelques vis qui dépassent, c'est normal parce que j'ai fixé des vis de la façade ici sur le volet qui fait 30 mm sur le caisson du volet. Donc je coupe et après je rabats et j'agrafe le pare-pluie ici. On a fait une bêtise parce qu'au départ la cheminée, je la voulais pas là, elle est en train de mettre la cheminée là. Et finalement, on a pu la mettre de l'autre côté grâce à l'entreprise de charpente. C'est quelle entreprise, votre entreprise? EDT. EDT, qui se trouve à Saint-Just-Malmont. Ouais. Donc très professionnel. Le monsieur, il m'a dit, bon, écoutez, parce que j'ai dit, moi je le voulais là, le conduit. Et il m'a dit, finalement, comme c'est un poêle à granulés, il n'y a pas besoin de faire dépasser 40 cm du toit. C'est les cheminées qui ont besoin de 40 cm. Donc il a été avec gentillesse. Donc si vous êtes sur la Haute-Loire ou sur la Loire, vous pouvez appeler l'entreprise de charpente très professionnelle. Et du coup, ils m'ont changé l'emplacement alors qu'ils l'avaient déjà posé, il l'a démonté, il l'a reposé là. Parce que là, en fait, il y aura la télé. Et du coup, il y aura le coin télé juste ici. Et c'est plus sympa d'avoir la cheminée juste en face plutôt que de l'avoir là-bas. On la voit de la cuisine.
La cuisine sera là-bas, dans le coin. Et là, la porte que vous voyez, c'est la porte pour la petite buanderie qu'on va faire derrière. Voilà, derrière la cuisine avec une porte coulissante. Voilà, ça annonce bien. J'ai fait les joints aussi entre les plaques d'OSB. Parce que les plaques d'OSB, elles sont pas boostées. Donc quand elles sont pas boostées, il faut laisser un joint de dilatation. Moi, je l'ai comblé pour que ça soit à peu près plat. Je vais avoir une petite problématique ici parce que le maçon, il a fait un mur de 20 cm de large et la structure fait 22. Donc j'ai un petit débord. Il va falloir que je mette un styrodure ici pour compenser. Après, je mets mon film. Donc, vous allez voir, ils m'ont posé les fenêtres. Une fois que les fenêtres sont posées, alors moi, ça sera facile parce que c'est dans la structure. Et là, j'ai un film. C'est un Régulvap, c'est un frein vapeur ouvert, il se ferme et il ouvre. C'est marqué le coefficient, il y a un coefficient SD, il fait 0,2 à 25, donc ça veut dire qu'il s'ouvre en fonction de la vapeur d'eau qu'il a laissé passer. Normalement, l'OSB par nature est par vapeur, mais j'ai préféré rajouter un frein vapeur. Voilà, par sécurité. Et donc la vapeur d'eau va migrer tout doucement. Alors l'avantage de la fibre de bois, c'est qu'elle laisse bien passer la vapeur d'eau, pas comme certains isolants, parce que dès qu'il y a de l'eau dans un isolant, il devient plus, il résiste plus à la chaleur, mais il devient conducteur. Et donc c'est pire. Alors ce qui se passe avec les laines de verre traditionnelles et les laines de roche. C'est pour ça que je suis parti sur la fibre de bois. Parce que au niveau de la chaleur, les gens on le sent, la maison est isolée là, on sent qu'on n'a pas chaud à l'intérieur de la maison, mais bien. Il pleut un peu, on a mis les bâches, on les a tendues avec des lithos en haut et en bas pour pouvoir justement protéger la façade, parce que comme c'est de la fibre de bois, ça craint l'humidité, l'eau, donc il faut absolument que ça soit protégé avant de faire l'enduit de façade. Donc sur cette partie qui est en bleu, ça sera de l'enduit directement. Et l'autre partie que je vais vous montrer. Donc là, on a fait tout ça. Antoinette m'a aidé. On a fait tout ça. Voilà, c'est tout bâché. Et après, on a attaqué l'autre partie qui est au soleil, justement, qui est plus au soleil, on va dire. Et donc là, il y aura le bardage ici. Alors, je vous vois que la maison a bien avancé aussi, parce qu'ils ont posé les menuiseries. Mais je vais vous faire une annotation, ça pourra vous servir, parce qu'il s'est arrivé des problèmes. Voilà, donc... voilà, les lithos, c'est tout prêt. Et puis il a fallu mettre les grilles anti-rongeurs, je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est la façade qui va recevoir du bardage. On n'a pas encore choisi le modèle. Si on part sur du bardage avec de la fibre synthétique, du bois synthétique ou alors du ciment. Voilà, on va voir. Vous voyez ici, il y a une grille anti-rongeur. Donc c'est en fait, c'est en rouleau. Vous le pliez en deux après. C'est perforé, donc ça se plie. Et donc la grille empêchera les rongeurs de monter, parce qu'il va y avoir le bardage ici, et va empêcher les souris et les rongeurs de monter dans la laine de bois et de s'infiltrer dans la laine de bois. Donc et bien sûr, bien évidemment, il y en a une en bas, je vous montre. Ici, donc c'est fixé sur les lithos, faut pas que ça bouge, et là, il ne peut pas y avoir de rongeurs qui passent. Ça va les empêcher de rentrer dans la façade. Voilà. Donc là, le pare-pluie, on l'avait déjà eu ensemble. Et puis c'est scotché, et là, comme ça, la maison est protégée. Et une fois qu'il y aura le bardage, donc voilà pour les fenêtres, elles ont été posées. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Il y a eu des problèmes quand même. Franchement, les entreprises, il faut les avoir à l'œil, il faut bien y surveiller. Je suis venu trop tard, mais bon, heureusement, c'est moi qui vais rattraper le tir. C'est des châssis à frappe en fait. C'est un châssis qui se décolle et qui s'ouvre. Je vais vous faire voir. Pourquoi? Parce que justement, pour que les joints soient bien pressés. Parce que si on avait mis un coulissant normal, ça n'aurait pas fonctionné. Parce que ici, dans la jointure entre les deux ouvrants, eh bien, le joint, il va s'abîmer et il sera plus efficace. En haut, voilà le châssis à frappe, on peut l'ouvrir en haut pour le laisser aérer, ou alors on le sort. Voilà, là on le sort, il est sorti. Et après il coulisse, il y a des compas en bas, vous voyez. Voilà. Il vient coulisser sur la baie et qui nous laisse un passage assez grand. Voilà. Il vient se mettre dans l'autre. Et donc quand on va le rentrer, il vient coulisser ici, là. Après, on le rentre en bas comme ça et on le pousse en haut et hop, ça ferme. Et là, les joints viennent se compresser. Donc, on n'est plus sur un châssis coulissant simple. Ils viennent se compresser, ce qui donne une étanchéité parfaite. Voilà. Ce qui m'est arrivé. Voilà, donc là, ils ont posé des menuiseries donc sur l'OSB qui est à l'intérieur, moi.
Et puis j'arrive et puis je dis au menuisier, l'entreprise qui posait, je leur dis mais vous mettez pas de joint comprimante parce que normalement on met un joint comprimante ici là. Et puis il me dit ah non mais sur l'OSB on n'en met pas. Alors j'ai dit ça m'étonnerait. Et puis il y a le maître d'œuvre qui vient et comme ils avaient déjà posé toutes les fenêtres, ils sont venus à 7h30, à 10h30, pratiquement tout était posé. Alors bien sûr qu'ils ont mis de la mousse PU pour se rattraper. Sauf qu'il faut savoir, c'est que la mousse PU, elle n'est pas conforme au DTU, document technique unifié, parce que pourquoi elle peut se rétracter et après casser et laisser passer l'air. Alors après, j'ai dit bon, qu'est-ce qu'on fait, c'était faire, pas tout redémonter. Donc moi, ce que je suis en train de faire, c'est que je mets un film étanche, donc ça va rattraper le fait que s'il y a une perte d'étanchéité ici, donc ça va rattraper le fait qu'il puisse y avoir de l'eau qui rentre. Et puis là, après, les embrasures qui sont là, de ce côté, à l'extérieur, ici, là, les côtés de la maison, on va habiller avec des tôles laquées. Et comme ça, au moins, on sera sûr que ça sera étanche. Donc, on est bien en triple vitrage. Voilà, on voit 1, 2, 3 vitrages. Par contre, j'ai pris du PVC parce qu'après, ça coûtait trop cher. L'aluminium, on sortait... Là, déjà, j'en ai pour une fortune. Donc, avec les portes intérieures et les menuiseries. Donc, on a mis des tapés de 160 mm ici. Donc, il va y avoir encore 2 couches d'isolant. Une couche de 100 mm et une couche de 45 entre rails à placo. Les rails à placo vont venir là. Il y a 1 cm, 13 mm de placo ici. Et puis après, on va rentrer les 2 couches d'isolant. Voilà. Donc là, au moins, on sera pas mal. D'après les calculs, on serait sur la maison ici avec 50 cm de watts au-dessus. Là, au sol, on a 200 mm de polystyrène dans les ourdis, plus 90 mm qui vont être rajoutés ici en bas par terre. Là. Donc, comme il y avait un petit écart, moi je l'ai comblé avec des plaques de styrodure de 2 cm, parce qu'en fait, ils avaient fait un mur, le mur qui soutient l'ossature, il faisait que 20 cm, donc il manquait 2. Donc, du coup, il y a un peu plus, mais j'ai mis 2. J'ai mis des plaques de 2, comme ça. Et là, on va remplir en mousse PU le sol. Et il va y avoir justement, donc ça fera 90 mm de mousse PU, on a 4,5 de résistance thermique, plus le polystyrène, on va se trouver à 7-8 dans le sol, c'est extraordinaire. Après, on va avoir 50 cm de watts de cellulose là-haut, donc on va avoir un coef de 10, je pense. Et puis là, on est à 415 mm d'isolant en 5 couches en laine et fibre de bois associées. Donc dans ce complexe, plus placo, et plus l'OSB. Et normalement, d'après les calculs, je dis pas que c'est ce qu'on va atteindre, on passerait 45 sacs de granulés, ce qui correspond, pour vous dire, à peu près à 300-350 € par an de chauffage. Voilà à peu près normalement dans quoi on devrait être. Et on verra si ça se réalise. Aussi, d'après les calculs au niveau thermique, donc au niveau thermique, pour l'été, parce qu'il faut penser au déphasage d'été, si on a une semaine à 33 degrés, d'après les calculs, je devrais atteindre les 26 degrés à la fin de la semaine. Voilà, mais il faudrait qu'il y ait 33 degrés pendant une semaine et que ça lâche pas. Voilà, mais donc ça c'est vraiment exceptionnel. Normalement, je devrais avoir 26 degrés. Voilà, parce qu'en fait, en plus, on a le garage qui va amener un peu de fraîcheur dessous. Et donc, ça va participer à ce que les pièces soient fraîches. Donc, normalement, on devrait se passer de climatisation et on aura une climatisation qui coûte rien. Alors, vous voyez ici, vous allez me dire, ouais, qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, je suis en train de poser des films d'étanchéité, mais c'est pas n'importe quoi. En fait, si je vous fais voir, il y a un coefficient dessus. C'est un coefficient, ce qu'on appelle le coefficient SD. Ici, valeur SD, c'est marqué. Et il est de 0,2 à 25. Donc ça veut dire que là c'est fermé et quand il y a l'humidité il s'ouvre jusqu'à 25. Donc ça veut dire qu'il se régule automatiquement et il laisse passer l'humidité dans les matériaux. Parce que le but c'était justement de laisser passer l'humidité de cet endroit ici là à l'intérieur vers l'extérieur de façon progressive. Voilà, pour pas abîmer les matériaux. Alors la laine de bois, là, cette particularité, c'est qu'elle laisse bien passer le transfert d'humidité, elle ne le stocke pas. Parce que si vous remplissez les vides d'air qu'il y a dans les isolants par de l'eau, ben vous le mettez conducteur et l'isolant, il ne sert plus à pas grand chose. Voilà. Donc on avance tout doucement.
Et donc pour vous dire le déboire avec cette histoire, il m'en arrivait encore une autre aussi, mais ça, voilà, je sais pas comment je vais résoudre le problème. Donc ça, je suis arrivé à le résoudre justement avec ces films c'est pas un pare-vapeur, c'est un frein vapeur hydro-variable. Voilà. Donc en scotchant, en mettant du scotch étanche, là c'est des scotch spéciaux, on va étancher tout ça, il va y avoir l'isolant derrière. Et là, même si on perce pour mettre les gaines, il faudra mettre un patch, il va y avoir des patchs, et du coup c'est caoutchouté pour pas qu'il y ait de prise d'air. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien, même un trou d'une agrafeuse. Donc quand j'agrafe bien au même endroit pour que le scotch passe sur les agrafes. Il faut vraiment que ça soit étanche. Donc là, je vais réétancher parce que c'est des points sensibles, parce qu'il y aura un test d'étanchéité à la fin. Ils vont mettre la maison en dépression et donc il faut que ça soit parfait. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre soin sur cette phase pour qu'après on soit bien. Et en haut, il va y avoir le plafond en placo, donc on va venir au niveau du scotch jaune ici. Et là, on aura une maison parfaitement étanche, parce qu'il faut savoir, c'est que quand vous respirez, un homme, on considère 20 litres par jour d'eau. Donc, je ne sais pas si vous voyez, nous on est deux dans la maison, mais dès qu'il y a du monde, s'il reste une journée, eh bien, vous allez plus en ajoutant les vapeurs d'eau de la cuisine, les salles de bain, c'est énorme. Donc, c'est pour ça qu'il y aura une VMC double flux à la maison pour justement gérer la gestion de l'humidité et ne pas détériorer les matériaux. Voilà. Donc, là, ça va être bien aussi avec le triple vidrage. Ce sera vraiment confortable la maison parce qu'on n'entendra pas les bruits extérieurs. Alors, je vais vous faire voir mon deuxième déboire que je suis en train d'essayer de résoudre de façon difficile. Je vais vous faire voir ça. Ici, en fait, on a je vais ouvrir, ça sera mieux, je pense, pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, donc là, de l'extérieur, on voit mieux. Et voilà, moi, je n'avais pas commandé ça, je ne savais pas. Le maître ne m'en a pas averti. Et ils m'ont mis des coudières en ciment. Alors que moi, je ne voulais pas de coudières ciment, je voulais des coudières bois et je voulais les habiller. Alors voilà, la problématique qu'il y a, c'est que là, je vais avoir un pont thermique énorme parce que le froid va passer à travers le béton. Et du coup, comme le seuil il rentre à l'intérieur, je vais avoir du froid. Alors le maître 2, je lui ai dit comment on fait? Ah ben je sais pas, on va mettre un peu de mousse PU. Je dis mais il faut pas en mettre un peu, il faut en mettre 10 cm. Ah ben non, on pourra pas poser le carrelage, ça ira pas. Alors je crois que la seule solution que je vais avoir, c'est faire un papier comme quoi se dédouane de la décennale sur le carrelage au bord de la baie vitrée. Et puis moi je vais remplir un mousse PU sur 10 cm pour pas avoir de pont thermique, parce que sinon tout le travail que je fais, c'est en train de me le foutre en l'air. Voilà. Ça, j'étais vraiment en colère. Donc, des fois, tu broges parce que tu dis, mince, comment je vais résoudre ce problème? Donc, déjà, le problème du joint, je l'ai résolu. Là, je vais appeler le maître 2 pour dire que je suis pas content. Voilà. Et puis voilà, quoi. Voilà. Je suis pas content de ça. Parce que le problème qu'il y a, c'est que les maîtres 2, les constructeurs, moi, j'ai pas voulu prendre un constructeur, j'ai voulu prendre un maître 2 parce que c'est pas en série, les maisons. Et le souci, c'est qu'ils sont habitués à faire des maisons toutes pareilles. Donc, dès qu'il y a une maison, je lui avais dit, moi, c'est une ossature bois, il le savait. Dès que c'est une maison un peu particulière, ils ne savent plus faire. Voilà. Donc, dès qu'on demande un petit truc différent, ils ne savent plus faire. Donc, le problème, il est là. Donc, il faut tout suivre, il faut bien regarder les affaires. Voilà. Alors, je vais vous montrer autre chose aussi. Ici, on a fait mettre le conduit pour le poêle à granulés. Alors pareil, c'est un conduit spécifique. Alors vous voyez que c'est isolé parce qu'il va y avoir l'isolant autour, donc pour pas que ça touche le feu. Là, il est isolé d'origine. Et ici, en fait, à l'intérieur, il y a le conduit et il y a de l'air qui passe dans le conduit pour aérer le poêle. Donc le poêle, il est aéré par ce conduit en l'extérieur. L'air extérieur, et puis son air par ici. Voilà, d'oxygène de l'air pour brûler. Et donc le poêle à granulés sera là, donc dans le salon, ça va être sympa. Parce qu'à l'origine, ils voulaient me le mettre là, parce qu'en fait, ils pensaient mettre une cheminée. Mais je lui dis, mais vous voyez, c'est ça que je vous dis, c'est que ils connaissent pas. On met pas une cheminée dans une maison passive. La cheminée, elle fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Et en plus, la maison, elle va surchauffer en quelques minutes. Donc du coup, poêle à granulés. Et il m'a dit, oui, mais si on le met à côté, à droite, ici, là, où c'était prévu initialement, et en fait ici la cheminée va être haute, il faut qu'elle dépasse de 40 cm du faîtage. Et en fait je me suis renseigné, pas du tout. Sur les poêles à granulés, il n'y a pas besoin. Donc j'ai dit, vous me le mettez là. Donc vous avez commencé à le mettre ici. J'ai dit désolé, mettez-moi le là.
Et heureusement, ils l'ont mis là, parce que là, ça sera super, parce que là-bas, on a la cuisine, et donc on pourra voir le poêle à granulés dans la cuisine, et aussi ici, il y a le salon. Voilà, donc là, il y aura la télé là, et on pourra voir le poêle à granulés là, et tout en regardant dehors, ça va être sympa. Voilà, on a une belle vue, vous avez vu. Et ben Morgane, elle a une vue, et Alexis, ils ont une super vue, encore mieux que ça. Voilà, mais on est bien. Voilà, voilà. Je vous ai dit un petit peu l'avancement des travaux, ça a bien avancé. La prochaine étape, c'est de mettre le plafond en placo-plate. Donc c'est le plafond qui va assurer l'étanchéité. Donc toutes les entrées dans le plafond vont être étanchées, dont la VMC, pour qu'il n'y ait pas justement de problématique d'étanchéité. Voilà. Et donc il va venir rejoindre le frein vapeur qu'on voit derrière moi. Et donc, ça va être comme un pull vert, qu'il faut que tout soit englobé. Et puis après, au sol, ici, derrière moi, je vais vous faire voir. Ici, au sol, le plastique, on le voit là, il va venir jusqu'au sol. Il va être collé avec un produit spécial pour l'étanchéité. C'est une sorte de mastic qui ne sèche pas. Et du coup, il va assurer l'étanchéité tout le tour. Et après, on va mettre la chape et la mousse PU injectée. Voilà. Tombant en panne de batterie. Donc là, on est en train d'avancer le plafond du sous-sol. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une boîte de dérivation qui vient ici pour éviter de tirer une gaine à chaque fois du tableau qui est là-bas. Par exemple, au circuit prise. Donc l'avantage, on a fait un mix des deux. C'est-à-dire que là, il y a une boîte de dérivation, on amène l'alimentation et après on peut partir pour faire toute l'alimentation, toutes les lumières du garage, une bonne partie. J'en ai mis 2 boîtes de dérivation, ça évite de tirer trop de câbles au prix où est le cuivre. Voilà, donc ça c'est les prises au fond qui sont spitées avec un morceau de tôle. Voilà. Et alors la technique pour l'OSB, je vous la montre, elle est toute simple. Moi j'ai pris des étais, mais vous pouvez faire la même chose en mettant une clavette avec un morceau de fourrure à placo. Vous mettez un morceau de fourrure à placo comme ça, vous mettez qu'une vis. Et quand vous mettez votre plaque, vous tournez la clavette. Alors, allez, hop, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, ça va bouger un peu. Vous tournez la clavette ici, vous la faites pivoter d'un côté et de l'autre, et ça vous ferme la plaque. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre un étai. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets des étais, mais vous pouvez mettre une autre clavette de l'autre côté. Comme ça, que ça soit du placo ou que ça soit de la plaque, comme ça, vous pouvez la fixer. Il ne reste plus qu'à la taper pour la faire rentrer. Après, elle est en position, donc tout seul, vous pouvez les rentrer. Tranquille, juste en faisant cette technique avec une vis à placo-plâtre et une petite clavette avec une fourrure pour en mettre une de chaque côté. Si vous n'avez pas d'étai, moi je mets un étai de chaque côté entre les deux plaques, je rentre la plaque et après on met la clavette qu'on défait à chaque plaque. Et là, nickel. Ah oui, vous allez voir, la surprise, il y a des nouveaux locataires qu'on n'attendait pas mais qui sont venus. Je vous montre ça et ça a fait quelques heureux qu'ils attendaient ça depuis plusieurs mois, voire presque plusieurs années. Je vous montre ça. Alors, qu'est-ce qui arrive dans cette maison? Il y a un truc particulier. Oh, il y a des nouveaux locataires. Oh, qui sont beaux. Là, c'est Rocky et là, c'est Simba. Alors, Simba ici, Rocky ici. Rocky. Alors là, ça occupe les enfants. Ils sont contents. Ils dorment. Ouais, ils sont pas vieux, ils ont 3 mois. Non, 1 mois et demi. 1 mois et demi. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont jolis. 2 mois le 9 mai. Qu'est-ce qu'ils sont jolis. Ils vont s'habituer à vous, si vous les caressez bien. Bah, ils sont déjà habitués. Ouais, ils sont habitués Alors, déjà. avec toute la matinée. Regarde ça, s'ils sont jolis. Ils sont beaux. Pour s'habiller, ils nous sont suivis. Ouais, ils ont moi ça, si c'est joli. Les nouveaux locataires. Voilà, qui vont venir à la nouvelle maison. Oui, ils vont la voir, ils vont être contents. Bah oui. T'es content? C'est beau, toi. Ah bah ça va bien, hein, les deux. Ils sont sages, les petits, avec les jouets pareils. Non, ils sont pas sages. Ah bon? T'es pas sage, toi? Non, pas nous. Ah, les chats sont pas sages? Ça dépend. Eh ben, ils te réveillent la nuit? Non, ça va. Non, bah là, ça fait bien, hein. Sacrée ménagerie. Alors, je voulais vous parler d'un sujet qui est particulier. C'est l'intelligence artificielle. Parce que j'ai quand même réfléchi là-dessus. Et je me suis dit que même si je m'en sers moi personnellement pour des calculs, pour ma maison, pour des choix des matériaux, les normes pour les fixations, le type de fixation, du coup, je pense que ça peut être très 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 dangereux et ça sera très dangereux pour l'humanité. Pourquoi?
parce que il y a un moment où elle va tellement absorber d'intelligence, d'informations, on va dire, sur toute la planète, parce qu'il y en a plusieurs intelligences artificielles, plusieurs types. Moi, j'utilise bien Gemini parce que je trouve que comment dire, elle retient tes informations et ça permet de voir rapidement ce que tu as besoin. Si tu veux organiser par exemple un voyage, elle va retenir ton camping-car, ce qu'il y a dedans, comment il fonctionne, et elle peut te donner des paramètres intéressants pour trouver des endroits pour stationner. Enfin, c'est un exemple, hein. Et ma réflexion, c'était, en fait, c'est sûr qu'elle va aider aussi pour certaines choses. Il va y avoir du bien dedans, comme dans toute chose. Dans l'atome, ben, quand Pierre et Marie Curie ont découvert l'atome, il y a eu du bien, c'est vrai. Mais on en a utilisé, et comme eux, ils ont pris peur, quand ils ont vu ce que ça pouvait faire, on peut utiliser pour faire une bombe très destructrice, la bombe atomique et la bombe à hydrogène. Donc, du coup, je me dis, qu'est-ce que c'est notre avenir? Ben, ça fait vraiment peur parce que quand on voit que ces intelligences, en fait, elles peuvent se compléter, mais se contrer aussi. Et donc, les hommes vont les utiliser jusqu'au jour où elles dépasseront notre intelligence. On ne pourra plus le contrôler. On ne saura pas dire si ce qu'elle dit est vraiment la bonne direction à prendre ou pas la bonne direction. Et ce que ça m'implique, de voir, c'est vrai qu'il y aura aussi une avancée au niveau médical, à mon avis, parce que ça va solutionner pas mal de remèdes, de médicaments, ça va ouvrir la porte à de nouvelles thérapies. Ça sera le côté bon, mais le côté pervers, c'est que de l'autre côté, les hommes ne réfléchiront plus, parce qu'ils utiliseront que l'IA, que l'IA, que l'IA. Et donc, chaque fois qu'ils voudront savoir quelque chose, ils interrogeront l'IA, et l'IA leur dira. En fait, ça sera comme un dieu virtuel, quoi. Et ça m'a fait penser à la tour de Babel. C'est la réflexion que j'en ai par rapport à la parole de Dieu. Pour soyons notre propre Dieu, voilà, montons une tour pour s'élever. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Et c'est la réflexion que j'aimerais que vous fassiez aussi, quoi. Si vous posez la question, ça fait peur parce que dans le sens où on contrôlera plus rien et que du coup on sera contrôlé par ça parce que elle saura tout de nous et du coup il y a même une personne qui disait qu'on pourrait mettre des suprapuces dans les gens et que les gens pourront d'un coup avoir un savoir extraordinaire. Voilà. Mais est-ce que c'est pas l'œuvre de l'ennemi de justement de nous faire croire qu'on va savoir tout et on va être des dieux? Comme dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, ils ont été tentés, il dit, mais si vous mangez de cet arbre-là, eh bien, c'est un peu comme l'IA. Cet arbre, eh ben, vous aurez le savoir et vous saurez discerner quel est le bien du faux. Et de la nature qu'ils étaient glorieuse et dont ils ont été déchus parce que Dieu leur avait dit, vous n'en mangerez pas, mais il leur avait laissé la liberté de le faire ou de ne pas le faire, mais ils l'ont fait, comme nous on l'aurait fait aussi, puisqu'on est de la même nature, une nature de pécheresse, et que Jésus est venu pour racheter justement cette nature du premier Adam, puisqu'il dit dans la parole de Dieu que Jésus est le deuxième Adam, et qu'il est venu pour racheter nos fautes et racheter tout ça. Eh bien, ça m'a fait penser à ça, et cette réflexion, c'est que je pense qu'on sera plus maître à un moment de ce que l'intelligence artificielle va développer. Elle sera tellement prise d'informations qu'on ne pourra plus contrôler ce qu'elle dit, si c'est vraiment la vérité ou si c'est quelque chose qu'elle a inventé. Et les pays vont s'en servir justement au niveau stratégique, géopolitique aussi, pour savoir comment déstabiliser un pays, comment savoir envahir un pays. C'est sûr que ça va être quelque chose de très particulier. Et donc, c'est un danger. Et je pense que c'est un danger pour le contrôle des populations. Et quand la Bible parle d'un chiffre qui sera sous la peau, d'un code sur la peau, sur la main droite et sur le front, et qu'on pourra ni acheter ni vendre, je vois bien qu'on est en train de dériver vers la monnaie numérique. Alors on va nous faire croire que c'est pour contrôler le trafic de drogue, mais les trafiquants de drogue déjà fonctionnent avec des échanges de monnaie numérique, donc ils nous ont pas attendus. Et je me dis que on va donner cette excuse pour dire ça va réduire la délinquance et mettre la monnaie numérique. Sauf que le problème, c'est que le jour où vous voulez pas obéir, par exemple pour le dernière épidémie qu'il y a eu, eh bien on va vous dire, ben monsieur, c'est pas de problème, mais on vous coupe les vivres, puisque maintenant on a de la monnaie électronique. Donc il suffisera juste d'appuyer sur un ordinateur, un ordre de la préfecture, hop,
on vous coupe les vivres jusqu'à que vous puissiez obéir. Et on va en arriver là avec une dictature que dans un petit peu une main de fer dans un gant de velours. Et voilà, le danger, il est là, quoi. L'homme sera assouvi par ça parce qu'il aura plus sa propre réflexion, il pourra plus dégager et ils voudront que les gens obéissent à cette voie de l'intelligence artificielle qui va commander un petit peu le monde. C'est cette réflexion que je voulais vous soumettre. Et le problème qu'il y a, c'est que on a passé, enfin moi j'ai 60 ans, mais je me dis, dans les 60 ans que j'ai vécu, on a vu une évolution. Alors, elle n'était pas lente, hein, il y a eu l'industrialisation et toutes ces choses. On a vu des machines évoluer et tout, mais là, ça va être exponentiel. Je pense qu'il va y avoir énormément de gens qui vont être au chômage, qui vont se retrouver au chômage parce que tout ce qui est les métiers intellectuels, ben, on n'en aura plus besoin. Vous avez même plus besoin d'aller chez le médecin parce que vous allez poser l'intelligence qu'elle sera affûtée, suffisamment affûtée. Vous allez lui poser une question, j'ai ça comme symptôme, il va vous sortir tout ce qu'il faut, les médicaments. Il n'y aura plus presque à donner la liste à votre médecin, il va tout vous donner. Voilà. Et c'est là le danger. Il y aura du bien, mais avec ce bien, les gens vont tellement foncer là-dedans qu'ils vont se retrouver liés comme avec des chaînes invisibles qui ne verront pas, mais ils seront pris là-dedans, pourront plus se passer de ça. Et ils auront plus leur propre façon de penser, surtout le façon d'être critique. Voilà. Il y aura en fait, ça va nous amener vers une seule façon de penser, une façon unique de penser et amener l'homme dans cette seule façon de penser. Voilà. Et si on n'a pas un peu de recul et qu'on ne lit pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous avertit de ces choses, eh bien, forcément, il y a un gros danger, quoi. Voilà. Je pense que c'est à réfléchir, mais c'est pour moi vraiment un danger énorme parce qu'il y aura énormément de personnes qui vont se retrouver à la rue, pratiquement. Alors peut-être certains métiers manuels vont avoir encore de l'espoir parce que du coup une machine ne pourra pas les remplacer, mais il va y avoir une industrialisation tellement rapide, il y aura des robots pour poser le carrelage, des robots pour ci, des robots pour ça, et du coup il n'y aura plus besoin de l'homme. Et ce que l'homme produisait avec 15 bonhommes, là, avec 2 bonhommes, ça suffira. Donc on va créer de la richesse d'un côté, et cette richesse va peut-être servir, à mon avis, à donner de l'argent aux gens qui ne font rien, qui sont au chômage, comme une sorte de chômage universel. Et justement, comme on aura de la monnaie qui sera électronique, eh bien si ces gens obéissent pas, hop, on ferme et on va les obliger à obéir comme ça. Donc on va se retrouver avec une partie de la population très paupérisée, à mon avis, et désintellectualisé et donc séduit par l'image et par l'IA. Voilà, c'était ma réflexion. Je voulais vous faire de gros bisous pour tous ceux qui souffrent, qui sont malades, qui sont à l'hôpital et qui luttent contre une maladie, un cancer. Eh bien, il y a toujours de l'espoir. Je le dis, gardez toujours la tête hors de l'eau. Ne vous laissez pas abaisser et rabaisser et dire que c'est foutu. Non, non, il y a toujours un espoir. Que vous guérissiez ou que la maladie puisse vous emporter comme c'était le cas pour Fiona. Mais Fiona, elle est sauvée et on sait qu'on la retrouvera, qu'on la verra dans le ciel dès qu'on partira, que le Seigneur a prévu qu'on parte. Voilà, que ça sera le temps de Dieu. Eh bien, on reverra notre fille, et c'est ça le grand espoir, c'est qu'il y a une vie éternelle après la mort. Elle est soit d'un côté, à droite, si vous avez choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pas une religion, mais une relation personnelle, un cœur à cœur avec Dieu. Et si vous ne l'avez pas choisi, eh bien, après la mort, il sera trop tard. Voilà. Donc c'est pour ça que le choix doit être fait sur cette terre. Et comme je le dis souvent, on est comme des pèlerins sur terre. Et Dieu nous fait voyager sur cette terre en tant que pèlerins pour choisir le bon endroit. Voilà. Antoinette est malade pour le moment. J'ai pas pu la filmer parce qu'elle est vraiment KO. Elle a chopé, je sais pas ce que c'est, un virus. Et mon gendre l'avait pris, elle l'a pris, sauf qu'elle fait des baisses de tension, donc elle est très fatiguée. Donc elle se repose pour pouvoir reprendre le travail la semaine prochaine. Voilà, je vais vous faire des gros bisous de la part de toute la famille et de Fiona, qui vous aurait fait un ciao, ciao, ciao les amis.